À tel point qu'un jour, il y a quelqu'un de diplomate française de haut rang, qui, lors des réunions des Français qu'on avait régulièrement, que j'ai évoquées, je crois, la dernière fois, nous a dit, oui, j'ai parlé avec la chef de la mission de l'ONU sur place, et qui m'a dit qu'il y avait autant de crimes, qu'il recensait autant de crimes côté ukrainien que côté séparatiste, de crimes de guerre. Mmh. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube et également les abonnés de l'application Omerta. Je rappelle toujours qu'il y a, à ceux qui viennent nous rejoindre sur la chaîne YouTube, toujours plus nombreux, qu'il y a cette application et qu'il faut la télécharger et que là, vous avez accès à tous nos documentaires. Je rappelle également le numéro d'Omerta, le dernier magazine Omerta, Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. On est vraiment dans des questions brûlantes d'actualité. Donc il est disponible dans 5000 points de vente. Vous pouvez le trouver encore partout en France. J'étais moi-même ce week-end dans un petit village en province et il était disponible. Donc vous l'avez dans votre kiosque à côté de chez vous. Voilà. Nouvelle édition du Grand Entretien, un petit peu particulière aujourd'hui puisque je reçois un invité que j'ai reçu il y a 2 semaines, Benoît Paré. Benoît Paré, bonjour. Bonjour. Alors Benoît Paré, pourquoi je vous reçois une deuxième fois? D'abord parce que la première vidéo que nous avons fait, le premier grand entretien que nous avons fait ensemble a eu beaucoup de succès. Vous avez été plus de 300 000 à venir voir cette vidéo et elle a la particularité, enfin Benoît Paré a la particularité d'avoir été un observateur de l'OSCE dans le Donbass et en Ukraine en général pour la période 2015-2022, juste avant la guerre. Donc on est face à un témoignage assez unique d'une personne qui a été en Ukraine, qui a, pour le compte d'un organisme international, c'est important de le dire, et donc il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qu'il a vu, entendu, écrit à l'époque, puisque vous faisiez des rapports, c'était votre métier. Et donc, si j'ai choisi de vous réinviter sur Omerta, c'est précisément pour creuser encore plus. Vous avez écrit un livre, Ce que j'ai vu en Ukraine, qui a été une somme de toutes ces expériences. Et alors, ma première question, nous avions évoqué la dernière fois les comptes rendus que vous faisiez, les rapports, notamment sur qui tirait sur qui, le nombre de morts, etc., dans le conflit à l'Est, dans le conflit entre 2014 et 2022, justement. Vous avez ensuite voulu creuser sur les origines du conflit. Alors racontez-nous un petit peu, est-ce que c'est parce que vous étiez observateur de l'OSCE que vous avez fait ces rapports, vous vous êtes dit mais cette guerre, on n'en parle pas ou on en parle assez peu finalement, parce que c'est vrai que tout ce qui se passait dans le Donbass était au niveau de la presse internationale, on s'en souvient bien, assez peu relaté. Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu vous pencher sur les origines du conflit? Pourquoi exactement? En fait, quand je travaillais donc dans le Donbass, au niveau de l'OSCE, on recevait chaque jour, chaque matin, dans notre boîte de courriel, des synthèses de presse. Et on avait les synthèses de presse ukrainiennes, synthèses de presse russes et synthèses de presse occidentales. Et aussi même des synthèses de presse des médias séparatistes. Et donc, je parcourais les titres tous les matins. Et dès que je voyais quelque chose d'intéressant, je cliquais dessus et puis je lisais. Et un jour, je suis tombé sur un article de Sputnik qui évoquait l'étude... Russe. Média russe, en l'occurrence. Oui, média russe. Mais c'était Sputnik en anglais. D'accord. Et donc, nous avions accès à ça. Et le titre évoquait une étude faite par un universitaire ukrainien sur les événements de Maïdan, le fameux massacre de Maïdan de 18-19 février 2014. C'est là où tout démarre, en fait. C'est le premier sang versé qui mène à la guerre qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, à l'époque, les gens se souviendront, enfin ceux qui suivaient ça de près, on nous avait présenté le massacre de Maïdan comme le fait de la police de Yanukovych qui avait tiré sur la foule en colère. Et donc, ça justifiait vis-à-vis du monde entier l'éviction du tyran sanguinaire. En gros, c'était ça le narratif. Et là, le titre de l'article en question évoquait tout autre chose.
l'universitaire nous disait, bah voilà, j'ai étudié toutes les vidéos disponibles sur Internet, sachant qu'il y avait des journalistes du monde entier qui étaient sur place. Et en croisant toutes les vidéos, plus des témoignages à droite à gauche, j'en arrive à la conclusion que l'essentiel des victimes de la place Maïdan n'ont pas été tuées par la police de Yanukovych, mais ont été tuées par des snipers embusqués dans les immeubles contrôlés par l'opposition. En l'occurrence, à l'époque, c'était Svoboda, le parti extrême droite, et des gens de Pravi Sector, donc autre groupuscule d'extrême droite très impliqué dans les événements de Maïdan. Alors évidemment, ça a changé le narratif, si vous voulez dire ça. Alors j'ai lu l'article de Sputnik qui évoquait l'étude. Ça, c'est le point de vue russe. Mais c'est le point de vue russe. Donc je me suis dit, bon, on est formé de toute façon à prendre ça avec des pincettes. Et donc je me suis dit, ok, il faut aller à la source. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé assez rapidement donc, le site de l'Université d'Ottawa et j'ai trouvé la thèse en question que j'ai téléchargée. Et là, je me retrouve avec un document de 72 pages, assez intimidant, avec en plus tout un tas d'annexes avec des références vidéo, mais qui n'étaient pas traduites à l'époque. Donc c'était beaucoup de conversations en russe. Et moi, je savais pas, mon niveau de russe était bien trop faible pour pouvoir comprendre ça. Et donc je me sentais un petit peu incapable de vraiment analyser la justesse de l'analyse en raison de mes déficiences en langue russe. Cet universitaire ukrainien, c'était qui exactement? Ivan Kachanovski. Il était de quel bord? Il appartenait à quel... Ivan Kachanovski, donc, que j'ai appris à connaître plus tard. Donc, il est embauché à l'université d'Ottawa au Canada. Il est originaire de l'ouest de l'Ukraine, de l'oblast de Lutsk. D'accord. Donc on ne peut pas, sur le papier, on ne peut pas voir en lui un pro-russe, quoi. Et donc, bah, évidemment, c'est quelqu'un qui parle l'ukrainien, c'est quelqu'un qui parle le russe, donc il est à même d'analyser et de comprendre tout ce qu'il trouve sur la situation. Et donc, à l'époque, moi, j'avais lu l'intro et la conclusion de son étude. Mais bon, tout le corps du texte, et c'est là, en fait, que vous pouvez déceler la crédibilité de ses conclusions, ça m'intimidait de le lire à l'époque. Pourquoi? Bah, déjà, c'était 72 pages, il fallait du temps. J'en avais pas tant que ça à ce moment-là. Et j'avais le sentiment que j'étais pas forcément le mieux placé pour comprendre la... À cause de votre métier? Parce que vous étiez observateur de l'OSCE? Oui, sauf que là, on vous demandait une neutralité, on vous demandait pas de trop creuser, c'est ça? C'est pas ça, non. Là, j'ai fait ça, personne m'a demandé de creuser cet aspect, et je l'ai fait de par ma propre initiative pour essayer de comprendre le conflit. C'était une curiosité personnelle, si vous voulez. Oui. Et puis, bon, j'ai déjà raconté ça dans une autre interview, donc je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais si. J'ai eu l'occasion de parler à un journaliste français, d'un grand média, de cette affaire, parce qu'il voulait m'interviewer pour autre chose. Alors c'était en off, parce que je n'étais pas censé parler directement des journalistes. Vous ne pouvez pas citer ce journaliste? On m'a demandé de ne pas citer son nom. D'accord. Voilà. Donc je le fais par respect. Presse mainstream, on va dire. Presse mainstream. Par respect pour la personne qui nous a mis en contact, il m'a demandé de ne pas citer son nom. Je ne cite pas son nom. D'accord. Et que vous a-t-il demandé alors? Et donc ce journaliste m'a posé des questions sur diverses choses qui se passaient sur la ligne de contact. Donc à l'époque, j'ai répondu à ces questions. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, tiens, je suis tombé sur quelque chose, cette thèse d'Ivan Kachanovski. Et je lui ai dit, voilà, apparemment, ça change la vision qu'on peut avoir des événements qui sont à l'origine du conflit. Et je lui ai dit, peut-être que vous, en tant que journaliste, ça vous intéresserait de creuser. Et à ce moment-là, elle a hésité juste à peine 2 secondes. Et il m'a dit, ah bah non, ça changerait trop de choses. D'accord. Et là, pour moi, ça a été l'image du journaliste qui s'intéresse à la vérité et qui est motivé uniquement par ça, s'est écroulée à ce moment-là, si vous voulez. Et là, j'ai eu une toute autre compréhension du rôle des grands médias sur la guerre en Ukraine. Il faut savoir que les grands médias, ce sont ceux qui donnent le là. Et donc, voilà, j'ai compris que finalement, il n'y avait rien à attendre de ces gens-là. Et donc, je me suis dit, ok, c'est à moi-même de faire ma propre idée. Donc après, j'ai pris le temps de lire l'étude. À chaque fois, je prenais le train. À l'époque, le train entre Kramatorsk et Mariupol, c'était des longues heures où je n'avais pas Internet, donc j'avais le temps de le lire. Et ensuite, Ivan Kachanovski a eu la bonne idée de mettre des sous-titres sous les vidéos dont il s'inspirait pour son étude. Et là, à ce moment-là, on pouvait aller directement à la source de la source. Et j'ai même demandé à des interprètes ukrainiens qui travaillaient avec moi, à mon bureau,
sur certains extraits, de me dire est-ce que la traduction est bonne. Je voulais m'assurer que c'était une bonne traduction. Les quelques extraits dont j'ai demandé la traduction, on m'a garanti c'est bien traduit. Comment réagissaient vos collègues quand vous leur parliez de ça, j'imagine? Vous avez J'en ai découvert parlé à certains cette collègues. thèse, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que Ouais. eux aussi, ça mettait ça remettait pas mal de choses en Ouais. cause. Comment ils ont réagi? Bah, déjà, j'en ai pas parlé à tout le monde parce que c'est. Comment dire, si vous remettez en cause le narratif global, il y a des gens que vous pensez qui vont être accessibles à cette information et d'autres non. Et les quelques personnes à qui j'en ai parlé, pour la plupart, en fait, étaient plutôt gênés qu'autre chose. Et préféraient pas creuser. Alors c'est aussi assez étonnant. Cela dit, j'avais un de mes collègues qui, lui, plus tard, s'est lancé dans une thèse. Lui, il a tout lu aussi. C'est la seule personne qui a tout lu. En plus, c'était un Italien qui était en ancien carabinieri, donc habitué aux enquêtes. Et il m'a dit une fois qu'il Vous pouvez donner son nom? je préfère pas parce que j'ai pas son autorisation pour donner son nom. Mais il m'a dit in fine, ce rapport, cette thèse, c'est une démonstration. Il dit c'est comme une enquête de police. Et in fine, c'est une démonstration, quoi. Il n'y a aucune faiblesse dedans. Alors je voulais revenir moi sur ce que vous m'aviez dit la dernière fois dans le premier entretien, sur votre travail sur place, hein. Vous étiez basé à Kramatorsk et à Lougansk. Vous évoluiez des deux côtés du front. Votre rôle, c'était d'aller, quand un obus tombait quelque part, vous alliez constater qui avait envoyé l'obus, quel type d'obus, etc. Vous étiez aussi chargé de comptabilité macabre, les morts de chaque côté. Ça, on en a parlé. Est-ce que, à l'époque, quand vous faisiez vos rapports, vous avez noté que certaines parties étaient en fonction justement de cette narration dont vous me parlez, qu'on prenait comme disent les Anglais, cherry pick, c'est-à-dire on prend des morceaux et puis on en a d'autres qu'on met pas sous silence. Est-ce que c'était le cas? Oui, j'ai déjà évoqué un peu cette problématique. Je disais qu'il y avait beaucoup d'éléments incriminants pour l'Ukraine qu'on pouvait collecter sur le terrain Oui. de la part des témoignages des gens à qui on parlait. Sauf qu'un témoignage sur un fait dont nous n'avions pas nous-mêmes été observateurs était considéré comme non fiable, par définition. Sauf que, en fait, quand vous collectez tout un tas d'éléments qui sont cohérents entre eux, de la part de sources diverses dont vous savez qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer entre eux, ils ne se connaissent pas, mais vous avez des récits cohérents, à ce moment-là, vous pouvez développer une compréhension de ce qui se passe sans avoir besoin de preuves irréfutables de ce qu'on vous raconte. Il y a un faisceau de présomption, si vous voulez, qui commence à devenir apparent. Et ça, l'ONU avait une méthodologie différente parce qu'ils avaient une mission de monitoring des droits de l'homme sur place. Et eux, en fait, quand ils avaient des faisceaux d'informations cohérentes sur des témoignages sur les crimes de guerre, des choses comme ça, ils se permettaient d'en parler. En disant, voilà, on a des informations sur tel et tel type de crime. Vous voyez, et ils faisaient, in fine, des rapports beaucoup plus équilibrés que nous, l'OSCE. À tel point qu'un jour, il y a quelqu'un diplomate française de haut rang, qui, lors des réunions des Français qu'on avait régulièrement, que j'ai évoqué, je crois, la dernière fois, nous a dit, oui, j'ai parlé avec la chef de la mission de l'ONU sur place, et qui m'a dit qu'il y avait autant de crimes, qu'il recensait autant de crimes côté ukrainien que côté séparatiste, de crimes de guerre. Et donc elle était très surprise de ça, parce que dans le narratif occidental de l'époque, les méchants c'est les séparatistes, les gentils c'est les Ukrainiens. Et là, en fait, l'ONU arrive à une conclusion 50-50. C'est équilibré. Et elle nous demande, vous, comment se fait-il que ça n'apparaisse pas dans les rapports de l'OSCE, qu'on ne trouve pas d'allégations de crimes de guerre par les Ukrainiens dans le rapport de l'OSCE. Et la première fois, je n'avais pas pu répondre parce qu'on avait été interrompu pour passer à table. Et je n'osais pas à ce moment-là me mettre en avant. Mais j'ai répondu à cette personne 6 mois plus tard, à la réunion qui suivait, pour lui dire, écoutez, moi, de la part de mon expérience sur le terrain, notamment au procès, je peux vous garantir que, en effet, on collecte beaucoup d'informations sur les crimes de guerre commis par des membres des forces ukrainiennes. Alors là, elle était surprise, mais je confirmais les enquêtes, si vous voulez, les rapports en l'occurrence des Nations Unies. Après, pour revenir un petit peu en arrière, donc je vous ai dit que j'ai découvert ce qui s'était passé à Maïdan les premiers jours.
Et alors pour comprendre aussi ces événements-là, on peut se référer aussi aux documentaires, très bons documentaires, je dirais, qui ont été faits par Oliver Stone et un autre Ukrainien réfugié aux États-Unis qui s'appelle Igor Lopatonok ou Lopatonok. J'ai une petite hésitation sur son nom de famille. On vérifiera. Ces documentaires sont sortis, le premier en 2016 et le deuxième en 2019. Le premier s'appelait Ukraine on Fire. Et dans ce documentaire, en fait, ils avaient interviewé Vladimir Poutine et Yanukovych, qui donnaient leur version des événements de Maïdan et surtout de ce qui a amené à la suspension de l'accord de coopération avec l'Union européenne, qui a été la cause des manifestations, en fait. Au départ, c'est Yanukovych qui refuse de signer l'accord de coopération économique avec l'Union européenne, et c'est censé être l'élément déclencheur des manifestations qui commencent. Et puis ensuite, ça arrive au massacre 2 mois plus tard. Donc l'élément déclencheur est là. Et à l'époque, je n'avais pas très bien compris exactement les raisons qui ont poussé Yanukovych à refuser cet accord, et ni le rôle des Russes. Et là, on a les deux acteurs qui longuement expliquent comment ils percevaient les choses. Alors après, on peut y adhérer ou pas, mais au moins, on a leur version. Si vous voulez vous construire vous-même une opinion bien informée, il faut écouter toutes les parties impliquées. Vous voyez. Alors on avait déjà le point de vue occidental qui était largement décrit dans les médias. Et là, on avait la partie adverse qui disait, entre guillemets, les accusés même, qui donnaient leur point de vue. En droit, dans un pays de droit, on donne le droit aux accusés de dire la version des faits, quoi. Donc pour moi, il n'y a rien de scandaleux à diffuser les interviews de ces gens-là. Et après, on compare avec ce que disent d'autres. Et puis vous pouvez construire une opinion là-dessus. Mais ce documentaire, je l'ai découvert au départ dans une version qui était incompréhensible parce qu'elle était en anglais. Vous compreniez qu'il y avait un commentaire anglais. Par-dessus, il y avait un doublage russe. Et ensuite, il y avait un russe qui avait voulu redoubler ça en anglais, mais avec un accent à couper au couteau. C'était incompréhensible. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que le truc existait. Et après, j'avais fait une recherche à l'époque, en 2016-2017. J'ai essayé de trouver ce documentaire. C'était impossible de le trouver. Impossible de l'acheter sur les grands sites de DVD, etc. Et finalement, il a été disponible très tard sur YouTube. Mais il est disponible aujourd'hui. Et moi, je recommande aux gens qui veulent comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là de regarder ce documentaire. Alors, je ne suis pas sûr qu'il existe avec des sous-titres français, mais bon, en tout cas, avec des sous-titres anglais, ça c'est certain, en version originale même. Et ensuite, il y a un deuxième documentaire qu'ils ont sorti, qui était la continuation du premier. On parle de 2019. Et c'est un documentaire qui s'appelle Revealing Ukraine en anglais. Et ce documentaire a même été primé à un festival du film de mémoire en Italie, en Sicile même. Et j'avais vu à l'époque, quand je travaillais à l'OSCE, une information là-dessus, comme quoi ce film venait d'être primé. Et ensuite, il y a une chaîne de télévision ukrainienne, une chaîne nationale qui s'appelait Ukraina 112, au mois de juillet 2019, a voulu diffuser ce film. En Ukraine. En Ukraine, à l'audience nationale. Et à ce moment-là, ils ont reçu des menaces publiques de la part du procureur général de l'Ukraine, qui a menacé tous les gens qui seraient impliqués dans la diffusion du film sur la chaîne en question de poursuites pour haute trahison. Les menaces étaient très explicites sur Facebook. Et bon, les journalistes ont décidé de ne pas se laisser intimider et de diffuser le documentaire. Sauf qu'il y avait aussi les groupes extrémistes habituels, Pravi Sector, Dmitri Yarosh, etc., qui les menaçaient, pas eux de peine de prison, mais d'en répondre de leur vie, si vous voulez, s'ils diffusaient le documentaire. Et le fait est que le lendemain, y a une requête qui a été envoyée en plein jour dans la façade de l'immeuble de la chaîne. D'accord. Bien entendu, on n'a jamais trouvé les coupables. Et là, c'était un clair avertissement aux journalistes qu'ils jouaient vraiment leur vie là-dessus. Et donc à ce moment-là, ils ont acté le fait qu'ils n'étaient pas aptes à lutter contre ces forces qui s'opposaient à eux, que le gouvernement, de toute façon, ne les protégerait pas parce que le gouvernement menaçait au contraire de les poursuivre. Donc, ils ont rédigé un communiqué que je me souviens très bien avoir lu le jour même, pareil dans la dépêche de presse. Et le communiqué appelait à l'aide, en quelque sorte, les ambassades occidentales, en disant l'Occident prétend défendre la liberté d'expression. Manifestement, la liberté d'expression est menacée en Ukraine, vous voyez par vous-même. Donc, ils demandaient l'aide des ambassades occidentales. Sauf que
à l'époque, moi je guettais chaque matin dans les dépêches de presse des réactions quelconques de la part d'une quelconque autorité occidentale, et je n'avais rien trouvé, aucune réaction, si ce n'est un communiqué d'une branche de l'OSCE qui travaille sur la liberté des médias, justement, qui était présidé à ce moment-là par Alain Désir, qui est bien connu en France, hein, l'ancien patron de SOS Racisme, à qui on avait donné ce siège de haut représentant pour la liberté des médias au niveau de l'OSCE. Et donc il a fait un communiqué pour condamner les violences. Mais quand on relit le communiqué, il ne parle pas des menaces de poursuite contre les journalistes. Or, si on est pour la liberté d'expression, ça pose aussi question, ces poursuites contre les journalistes. C'est officiel, hein, des menaces de poursuite. Et donc ça a été complètement passé sous silence. Et là, on pouvait se rendre compte qu'il y avait quand même un sérieux problème de liberté d'expression en Ukraine, à ce moment-là. On en parle de 2019. Et à partir de là, si vous voulez, on peut bifurquer vers les entretiens que j'ai eus avec des journalistes dès le début, à partir de 2015, quand j'étais à Kramatorsk, ensuite en 2017. Et là, ce sont des journalistes à qui j'ai parlé directement, témoins, victimes directes d'enlèvement, de torture. J'ai parlé à 3 journalistes qui m'ont affirmé... Pour avoir dit quoi? Pour avoir fait quoi? Le premier, c'est parce qu'il avait décrit les prémices de la guerre, quand l'armée ukrainienne a commencé à bombarder la zone de Kramatorsk et Sloviansk, parce que c'était juste après que ces zones avaient été prises par les séparatistes. Les séparatistes. Sloviansk en particulier. Sloviansk en particulier. Ouais. Et donc l'armée ukrainienne est intervenue à partir du 13 avril. En fait, l'opération antiterroriste est décidée le 7 avril par Turchinov, le président par intérim, et les premiers faits d'armes en fait interviennent le 13 avril. Le lendemain de la prise de contrôle de Sloviansk et Kramatorsk par les commandos de comment il s'appelait Girkin, donc un ex-officier du GRU russe. Oui. Donc un passé un peu mystérieux. Mais là, agissant pour le compte de la LNR, de la Oui, là agissant. Alors lui-même, j'avais lu une interview de sa part dans Le Figaro à l'époque, enfin après les événements. Et il avait dit qu'il avait été mandaté par le président de Crimée à ce moment-là, parce qu'au départ, il était intervenu pour aider la Crimée à devenir indépendante, puis rattachée à la Russie. Et que bon, en fait, il n'avait presque rien eu à faire. Et que le président de Crimée lui avait dit, tiens, il faut aider aussi nos camarades du Donbass. Donc pourquoi vous n'iriez pas au Donbass avec vos gars pour les aider? Et Girkin lui-même dit qu'il avait un commando d'une 15-20 personnes, donc c'est un petit groupe de gens dont une bonne partie étaient des Ukrainiens. Et d'autres venaient de divers coins de l'ex-URSS en fait. Et donc il dit que c'est avec ce commando qu'il a pris quasiment sans résistance les mairies de Kramatorsk et Sloviansk à l'époque, pour revenir à l'histoire. Et donc, pour revenir aux journalistes. Alors. Pour revenir aux journalistes, voilà, donc le journaliste présent sur place ne fait que décrire dans son journal que l'armée ukrainienne bombarde la zone. Et lui dit que c'est à cause de ça qu'on l'a arrêté et menacé. Il s'est retrouvé dans une cave pendant 3 jours, dans des conditions où il a été torturé sans qu'il nous dise quoi. Mais de mon expérience, quand les gens vous disent qu'ils ont été torturés, mais sans vouloir expliquer ce qu'on leur a fait, en général, c'est des tortures de nature sexuelle, faites pour humilier. Et quand vous relisez les rapports de l'ONU sur les tortures, les actes sexuels, on peut croire que c'est les femmes les principales victimes. Or, c'est les hommes. Parce que ce sont des tortures faites pour humilier. Et pour casser le moral, casser l'estime de soi, etc. Et donc c'était le premier entretien en plus que j'ai eu à l'époque en 2015 quand je travaillais pour la Dimension Humaine qui travaillait sur les problématiques de droits de l'homme. Donc un récit assez choquant, même mon interprète était choqué. Et ensuite je vais à Mariupol et là je rencontre par hasard, quand j'assistais au procès, un autre journaliste qui a voulu me raconter son histoire et qui me dit que lui-même aussi a été arrêté, torturé, qu'il y avait des autres gens avec lui qui étaient aussi arrêtés, torturés. Et qu'il était témoin de tout ça, qu'il a ensuite porté plainte mais que ça n'a rien donné. Et après je rencontre un 3e journaliste qui me dit la même chose. Et ces gens-là me donnaient beaucoup de détails. Ils me disaient mais ils ne donnaient jamais la raison pour laquelle on les avait torturés. L'autre c'est parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. Le deuxième, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Vous parlez de journalistes ukrainiens reconnus,
Ouais. pas du tout des séparatistes, Ce sont pas des. Alors, mais qui avaient raconté des choses qu'ils n'auraient pas dû raconter. Le premier, il a juste décrit Ouais. les bombardements ukrainiennes. Ouais. Il ne fallait pas le dire. Ouais. Mais lui, il m'a dit, mais moi, je ne faisais que décrire des faits. Je n'ai Ouais. rien inventé. Ouais. Je suis journaliste. Mon rôle, c'est d'écrire des faits. Ouais. Et là, c'était indéniable que l'armée ukrainienne bombardait les zones de Kramatorsk et Sloviansk. Et encore aujourd'hui, quand vous allez sur place, enfin à l'époque, vous pouviez voir en fait les zones qui avaient été bombardées. Et ça, vous pouviez constater ce que vous avez raconté ces journalistes dans votre travail d'observateur sur le terrain en allant. Oui, bah si vous voulez, vous aviez clairement des zones autour de Slaviansk qui étaient bombardées à l'artillerie. Ouais. Sauf qu'au début, les séparatistes n'avaient pas l'artillerie. Ouais. Dans ce coin-là. Ils étaient très peu armés, en fait. Et en plus, les faubourgs de la ville qui étaient bombardés. Ouais. Donc, alors on me disait, voilà, les positions ukrainiennes étaient sur la colline en face, là, et c'est de là-bas qu'ils bombardaient. Il y a des gens qui étaient des gens du coin qui m'expliquaient la situation aussi. Et donc voilà, on pouvait croiser ces choses en allant sur place. Et donc le récit du journaliste était crédible. Et lui me disait, moi je n'ai fait que décrire la vérité. Je n'ai pas pris parti. Et c'est pour ça qu'ils ont été torturés. Et c'est pour ça qu'on les enlevait torturés. Et même à la fin d'une de ces prises d'otages, le type, on lui fait tenir une arme, alors qu'il a les yeux bandés, tient l'arme, donc il tient l'arme, et après ils lui disent, voilà, maintenant on a tes empreintes sur une arme, et si tu n'écris pas ce qu'on te dit, ou si tu écris des choses qu'on n'aime pas, on va monter un dossier contre toi pour terrorisme. Alors, à peu près à la même époque, donc enfin 2015-2016, il y a eu un réalisateur français qui s'appelait Paul Morera, qui est venu en Ukraine et qui a réalisé un documentaire qui s'appelait Ukraine, les masques de la révolution. De façon très intéressante parce que lui était très favorable à cette fameuse révolution. Et son documentaire, finalement, montre que l'extrême droite, comme vous le dites sur la place Maïdan, mais au-delà, est extrêmement présente. Ce qui est très intéressant, c'est que Paul Morera, en tant que Français, n'est pas, on va dire, arrêté ou torturé par les autorités de Kiev. Mais en revanche, il reçoit de la part du Monde en France, qui l'accuse de déformer la réalité de la révolution ukrainienne, une volée de bois vert, alors qu'au départ, il venait plutôt pour aider. Est-ce que vous pensez être aussi dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de quelqu'un qui pensait voir des choses et qui est arrivé sur place et qui a vu des choses totalement différentes? Alors déjà, juste une petite précision, les auteurs des enlèvements, des tortures, en l'occurrence, dont je vous parle, c'était essentiellement les bataillons de volontaires, c'est-à-dire Azov, plus dans un autre cas, c'était Dnipro 1, un autre nom de bataillon de volontaires. Voilà, à chaque fois, c'était eux qui étaient incriminés. Juste pour petite précision. Ouais. Pour revenir à votre question, du coup je l'ai oublié. Morera. Ah oui, Morera. Alors j'ai vu le documentaire, même 2 fois, que j'ai trouvé très intéressant. Et il parle beaucoup d'ailleurs du massacre d'Odessa, ce documentaire. Il y a 20 minutes de mémoire qui sont consacrées au massacre d'Odessa du 2 mai 2014. On est encore au début des événements. Crémation du bâtiment. Et j'ai montré ce documentaire qui était sous-titré en anglais à une de mes interprètes quand je travaillais à Odessa, et qui m'a dit c'est le meilleur compte-rendu sur les événements que j'ai vu dans toute la presse. Toute la presse qu'elle avait pu lire. Et elle a pu assister à une partie des événements. Parce que notamment, elle me disait qu'elle habitait pas loin du fameux bâtiment des syndicats qui a été incendié. Donc voilà, pour donner de la crédibilité à ce documentaire de Paul Morera, et ça montre un peu le même état d'esprit de ces gens, de ces extrémistes nationalistes ukrainiens, qui à ce moment-là se croient tout permis, si vous voulez, et qui sont utilisés par les instances gouvernementales ukrainiennes pour la basse besogne, pour intimider leurs ennemis idéologiques, si vous voulez. Et ce qui est effrayant quand on regarde ce documentaire de Paul Morera, c'est qu'on voit que les auteurs de ces meurtres, de ces intimidations, les revendiquent, en fait. Ils n'en ont aucun remords. Et voilà, mais c'est de mon expérience, c'est comme ça que ces gens-là pensent. Est-ce que vous avez assisté à des procès de ces gens-là? Alors ensuite, j'ai assisté à quelques procès, moi et mes collègues, on a assisté à des procès de ces ultra-nationalistes ukrainiens. On avait beaucoup de gens d'Azov qui étaient à Mariupol, qui ont commencé à être arrêtés pour des crimes sordides. Donc à un moment donné, comme c'est des gens qui voulaient, ils avaient une vision de la société où ils ne toléraient absolument aucune déviation.
Et donc, pour eux, il fallait arrêter le moindre petit trafiquant de drogue qui vend du hashish à un coin de rue. C'était insupportable. Et dans le cas présent, on a assisté à un procès de 2 soldats d'Azov, dont un officier, qui avait kidnappé 2 jeunes de 18-19 ans, des jeunes de Mariupol, qui vendaient de la drogue, mais a priori, ce que j'en ai compris, c'était du hashish quelque part à Mariupol. Ils ont kidnappé, torturé, mais de manière abjecte, pour qu'ils révèlent qui étaient leurs contacts, leurs patrons, leurs commanditaires, tout leur réseau. Mais ce n'était pas à ces gens-là de faire ça. Ça, c'est un travail de police. Et ces gens du bataillon Azov s'octroyaient des pouvoirs de police qu'ils n'avaient pas légalement, si vous voulez. Mais bon, dans le chaos de ce qu'était la situation en 2014, ils se sentaient tout permis. Et c'était même après 2014, de mémoire, cette affaire des trafiquants de drogue. On était, les faits, de mémoire, j'en parle dans mon livre, mais les faits remontaient sur cet incident spécifique à 2016. Donc c'était après la période, mais se croyaient toujours intouchables en fait. Et il se trouve qu'un des 2 types qu'ils ont torturés est mort. Et au départ, ils étaient un groupe de 3, et il y a un 3e membre du groupe de 3 qui avait kidnappé ces types, qui s'est opposé aux 2 autres tortionnaires en disant là on va trop loin. Et il se trouve que lui-même s'est fait tirer dessus par ses co-religionnaires. Et c'est grâce à lui, cet homme de Mazov qui s'est fait tirer dessus, que l'affaire est sortie. Parce que lui a porté plainte. Et c'est lui qui a témoigné contre ses co-religionnaires du bataillon Azov. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait d'autres affaires similaires avec le bataillon Donbass, qui est un autre bataillon de volontaires, où il y avait des histoires similaires, où il y avait des règlements de compte entre membres du bataillon. Et qui se terminait très mal parfois. Alors là, c'est la justice ukrainienne. Et là, donc la justice ukrainienne, qui est donc sollicitée par un membre du bataillon Azov pour accuser ses co-légionnaires, donc ils ne peuvent pas fermer les yeux, si vous voulez. Et donc, il y a un procès qui commence, et les faits sont assez accablants à ce moment-là. Et alors, moi, j'ai quitté Mariupol avant que le procès soit conclu. Donc, j'ai perdu de vue ensuite ce procès. Et ensuite, qu'est-ce que je vois en regardant la télévision, en regardant YouTube en l'occurrence, peut-être en 2023, je vois l'interview d'un chef d'un bataillon, chef du 1er bataillon de la 3e brigade Azov. À ce moment-là, Azov intégré dans l'armée ukrainienne. Voilà. Azov était devenu une brigade à ce moment-là, la 3e brigade. Et le chef du 1er bataillon, je vois qu'il est interviewé, je vois son nom de famille, ok, puis je fais des recherches sur lui, et je découvre que c'est le même type qui était accusé de torture. Il s'appelait comment, ce chef? Alors, de mémoire, c'est ce type-là en question. Alors, son nom de guerre, déjà, c'est Rollo. Rollo. Le nom de guerre Rollo, du chef viking. Parce qu'en fait, les nationalistes ukrainiens sont très liés à la culture viking, quand on regarde bien. Odiniste et... Et alors, petite parenthèse, dans la culture des guerriers vikings, en fait, on accède à l'au-delà en mourant au combat. On accède au Valhalla, comme ils disent. Le Valhalla, c'est l'au-delà des guerriers vikings. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une idéologie qui se rapproche de celle des djihadistes, en fait, où l'objectif, c'est de mourir au combat pour aller au paradis, etc. Et dans la culture viking, c'est la même chose. Un combattant doit mourir au combat pour accéder à la table d'Odin, au Valhalla. Voilà. Et on peut voir notamment l'excellente série Viking qui a été faite il y a quelques années, qui explique tout ça très bien. Et j'ai retrouvé donc toutes ces références ensuite en grattant cette histoire du bataillon Azov. J'ai visité une base du bataillon Azov, je ne sais plus si j'en ai parlé avec vous, non, je ne crois pas, où il y avait des symboles vikings partout. Mais donc, ça, il y en a chez les Russes, moi j'ai pu le constater. Chez les soldats russes, il y a des runes, il y a une sorte de, même de phénomène de mode, on va dire, de l'odinisme qui existe, pas forcément lié à des doctrines idéologiques, mais plus sur du religieux. Alors sachant qu'il y a aussi un mouvement religieux un peu paganiste, qui est celui de mais ça ne veut pas dire être néo-nazi, ça, si. Disons que quand on rapproche ça de l'idée qu'il faut mourir au combat pour accéder à l'au-delà, pour moi, de mon point de vue, alors chacun a son point de vue, mais c'est un peu une idéologie extrémiste. Ah oui, mais tout à fait. Mais... et comment dire, on retrouve un peu cette idéologie dans la culture, la religion en fait, de Bieletsky. Andrei Bieletsky, le fondateur du bataillon Azov. Quand on fait des recherches sur lui, on voit qu'il est adepte de ce mouvement paganiste qui a fait souche non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit les références dont vous parlez. Et sur Wikipédia, c'est expliqué que c'est essentiellement en Ukraine, Russie et Biélorussie qu'on trouve ce mouvement religieux, qui est assez minoritaire en fait. Mais Bieletsky en est un adepte.
Et d'ailleurs, quand on va sur le site de la compagnie d'Azov que j'ai visité à Mariupol-Est, on voit un moment un site très curieux avec une espèce de totem en bois au centre d'un cercle entouré de cailloux. Et ça, en fait, j'ai retrouvé ça, justement, c'est une des références de cette religion paganiste. D'accord, ok. Et donc on peut penser que Bilecki a laissé en héritage au bataillon, à la brigade Azov, sa propre religion. Mais l'officier d'Azov, qui était l'officier en charge de la sécurité du camp, qui me faisait visiter ça, il me disait, mais en fait c'est œcuméniste, et les croyants de n'importe quelle religion peuvent se recueillir autour de ce totem. C'est comme ça qu'ils ont un peu inclus les gens de différentes religions. Et d'ailleurs, l'officier d'Azov qui me faisait la visite à ce moment-là m'a dit que lui-même était orthodoxe. Et donc, il ne s'identifiait pas avec ce mouvement païen ou paganiste, mais bon, voilà, il tolérait parce que c'était œcuméniste et puis c'était l'esprit d'Azov. Voilà, c'était intéressant aussi, quelque part, hein, d'apprendre ces choses-là. Et donc, vous pouvez aussi avoir des musulmans, même, dans cet esprit. D'ailleurs, il y a... alors, je ne sais pas s'il y avait des musulmans dans Azov, mais en tout cas, il y avait un autre bataillon qui s'appelle Tornado, auquel je n'ai pas été confronté moi-même sur le terrain, mais dont j'avais vaguement entendu parler. Il se trouve que les membres de ce bataillon ont été arrêtés en 2016 par le gouvernement ukrainien pour des crimes absolument horribles, où pareil, ils kidnappaient des gens, y compris des civils, pour les torturer, les interroger et les violer. Enfin, c'était des choses atroces. Et leur crime était tellement horrible que le gouvernement ukrainien a été obligé de les stopper pour les arrêter et pour les empêcher de nuire, quoi. Et parce que c'était, évidemment, ça nuisait aussi à l'image des forces armées ukrainiennes. Bien sûr. Et même Bilecki, que j'ai vu en conférence en 2019, non, 18, Bilecki a fait référence au bataillon Tornado en disant qu'il avait vu lui-même la façon de se comporter ces gens-là. À l'époque, il disait que c'était au niveau de Marinka. Et il disait que ces gens-là ne sont pas défendables. Marinka, à l'ouest de Donetsk. Marinka, à l'ouest de Donetsk, qui était sur la ligne de front à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'était un point chaud. Et donc, Bilecki lui-même a dénoncé les gens du bataillon Tornado en disant que certains des nationalistes qui combattaient étaient des psychopathes. Alors, ça, c'est effectivement des constats assez incroyables. C'est bien, vous le rappelez et vous le rappelez dans votre livre. Maintenant, une question. Pendant longtemps, le rôle du bataillon Azov et d'autres, Aidar, Pravi Sector et autres, a eu tendance à être, je vais dire, minimisé dans la presse mainstream occidentale. Est-ce que, selon vous, l'armée ukrainienne a purgé ces éléments? Est-ce qu'ils ne sont là que sous forme résiduelle? Parce que quand ceux qui dressaient ici, je parlais du journal Le Monde, la critique du documentaire de Paul Morera, expliquaient que ces groupuscules ne faisaient absolument pas des scores électoraux importants. Est-ce que, selon vous, ils ne faisaient peut-être pas des scores électoraux importants, mais ils tenaient les manettes dans l'armée ukrainienne? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours aussi présents et aussi puissants, voire on peut imaginer avec les armes occidentales, plus puissants encore? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une question intéressante déjà. Mais de mon expérience, en effet, ces gens-là étaient probablement minoritaires au départ. Mais ils ont été largement mis en avant par le gouvernement ukrainien pour accomplir la basse besogne d'intimidation et de reprise des territoires, parce qu'ils savaient que c'était des gens qui n'avaient aucune limite. Mais c'est surtout des gens qui tenaient leur position à une époque où l'armée ukrainienne s'effritait. Il y avait des pro-russes dans l'armée ukrainienne. Enfin, il y avait comment on va dire, des russophones dans l'armée ukrainienne qui ne voulaient pas aller combattre. Il fallait bien trouver des gars pour maintenir le front. Et c'est eux qu'on a trouvés quand même. En même temps, ces gens-là, à la base, quand on regarde leur pédigré... Azov, ça vient de Mariupol. C'est l'histoire de Mariupol. Ça s'est fondé à Mariupol essentiellement. Voilà. Mais c'est des gens qui généralement, ils ont un passé de hooligans, voire de criminels. Oui. Vous voyez, et ils appartenaient tous à des groupuscules d'extrême droite. Tout à fait. Depuis des années. Bilecki, quand on regarde son pédigré, ça faisait une dizaine d'années qu'il gravitait dans les groupuscules d'extrême droite en Ukraine. Prokopenko était, je crois, le chef d'un gang de hooligans du Dynamo de Kiev, me semble-t-il. Denis Prokopenko. Cet exemple précis en tête, mais... Voilà. C'était aussi un des chefs d'Azov. Mais Bilecki, par exemple, appartenait à un parti qui s'appelait le Parti National Social.
Ouais. On n'est pas loin de national-socialiste. Oui, oui, oui. Mais bon, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue de Kiev, Ouais. comme il y avait cet effritement à l'Est, ces soulèvements, Mhm. avec une partie des bataillons, comme on l'a vu d'ailleurs en Crimée, Ouais. vous aviez 22 000 soldats ukrainiens en Crimée, 20 000 qui ont rejoint Ouais. les indépendantistes. Dans le Donbass, ça n'a pas été dans les mêmes proportions, mais ça a quand même été extrêmement important. Ouais. Il fallait bien que l'armée ukrainienne tienne. Et pour qu'elle tienne, elle a dû envoyer ce genre de type. Oui. Ça ne les parce que c'est vrai justifie qu'à pas, l'époque, mais... bon, on disait que l'armée ukrainienne régulière, en fait, était un peu dépassée par les événements. Ouais. Peut-être qu'il manquait de motivation, peut-être qu'il manquait d'équipement. Bon, alors, on peut faire une parenthèse sur la police, par exemple, parce que le rôle de la police a été mis en cause dans le Donbass par les nationalistes. Ils accusaient la police, notamment dans la ville de Mariupol ou même à Donetsk, d'être favorable aux séparatistes. Il y a des accusations claires et nettes de la part des gens d'Azov, notamment, contre la police, Mariupol. de Mariupol et de Donetsk. Mm. Y compris à Kramatorsk aussi, parce que Kramatorsk, il y avait 600 policiers. Et j'avais parlé à un autre journaliste sur place, il me dit comment se fait-il que 600 policiers aient laissé 15 types prendre le contrôle de la ville. Mm. Vous voyez ? C'est logique. Et ils se posaient des questions. Mm. Et donc à Mariupol, la police a été vivement critiquée. En fait, je parle de ces événements parce qu'il y a eu l'attaque du commissariat de police le 9 mai. Mm. Ça fait partie des éléments sanglants du début de la guerre du Donbass. C'est un événement assez complexe en fait quand on regarde dans le détail. Et j'ai assisté, un des procès auxquels j'ai assisté d'ailleurs, c'était le procès des gens accusés d'avoir attaqué le commissariat. Mm. Y a eu, alors le bilan, ça dépend de quelle source on le suit, mais en gros une quinzaine de morts ce jour-là, plus des blessés. Il y a tout un tas de vidéos qui circulent, où on voit notamment les gens de l'armée ukrainienne tirer sur la foule. Donc il y a des choses indéniables. On voit aussi l'armée ukrainienne prendre d'assaut le commissariat, en tirant dessus au bazooka, enfin au lance-roquettes, etc. Mais bon, les origines, le début des événements restait flou. Et donc le procès, on espérait que le procès allait mettre de la lumière sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et je peux vous dire que quand je suis parti, on n'avait toujours pas de preuve de la quelconque culpabilité des gens qui avaient été arrêtés. Et d'ailleurs, ces gens-là n'ont jamais été condamnés, ils ont fini par être échangés. Enfin, c'est une autre chose. Mais j'avais parlé aussi avec un politicien éminent de Mariupol de ce qui s'était passé à l'époque et des accusations contre la police. Et il m'avait dit, oui, mais il faut comprendre que il y a notamment une unité de police d'intervention qu'on appelait l'unité 3057 à Mariupol, qui avait été envoyée à Maïdan. Comme un peu toutes les unités de police d'intervention, on peut comparer ça au CRS ou aux gendarmes mobiles, s'étaient relayées à Maïdan ou dans d'autres grandes villes ukrainiennes pour maintenir l'ordre en fait. Et donc ce politicien me disait que beaucoup ont été traumatisés par leur expérience, de se faire bombarder en permanence par des projectiles, des chaînes de vélo, des chaînes en fer, voire des armes à feu, et au début de ne pas pouvoir répliquer, si vous voulez. Et in fine, en fait, il y a un retournement de situation où la haine du peuple tout entier se retourne contre eux, alors qu'au départ, ils ne font qu'obéir aux ordres. On leur demande de maintenir l'ordre. Et d'un seul coup, il y a un changement de patron, et d'un seul coup, ces gens-là, qui étaient les protecteurs de l'État, deviennent les accusés de haute trahison. Et on faisait, moi je me souviens de vidéos, on voyait des policiers, des Berkouts, les brigades d'intervention, agenouillés sur des scènes devant des milliers de spectateurs, humiliés, les mains attachées dans le dos. On leur demandait de s'excuser auprès du peuple ukrainien pour les crimes qu'on leur mettait sur le dos. De l'époque Yanukovych, donc l'époque gouvernement pro-russe. Et donc, ce politicien de Mariupol me disait, voilà, ces gens-là, ensuite reviennent à Mariupol, ils sont complètement désorientés. Et ils ne savent plus où est l'autorité légitime. Et il me dit, donc, quand à ce moment-là, il y a une partie des gens de Mariupol qui se soulèvent, ça a été le chaos pendant 2 mois à Mariupol, parce que personne ne contrôlait vraiment la ville. Les séparatistes contrôlaient le centre, mais les faubourgs étaient contrôlés par les forces ukrainiennes. Et entre les deux, il y avait une zone grise contrôlée par personne, où il y avait tout un tas d'exactions, de vols. En fait, c'était un peu l'anarchie. Et les policiers, en fait, ne savaient plus, encore une fois, quel camp ils devaient défendre. Parce qu'ils disaient, si on défend tel camp ou tel autre, peut-être que ça va se retourner contre nous. En fonction de qui gagne. C'est vraiment en fonction de qui gagne. Chaos. Et du coup, et même le chef de la police de Mariupol, j'en parle parce qu'il a un destin assez extraordinaire. Oleg Morgoun, il s'appelait. Oleg Morgoun, donc après l'attaque du commissariat, en fait, le chef qui avait été envoyé par Kiev pour reprendre en main les policiers locaux,
pour essayer d'empêcher en fait le référendum du 11 mai, le référendum d'autodétermination du Donbass du 11 mai. Quand on regarde le fil des événements, on pense qu'il a été envoyé pour ça. Et c'est parce qu'il a voulu prendre des mesures pour empêcher le référendum du 11 mai qu'il y a une rébellion interne de ses propres forces. D'accord. Alors qu'il a peut-être été aussi manipulé de l'extérieur, mais en tout cas, une partie de ses propres forces s'est rebellée contre lui. Et c'est assez clair quand on regarde le déroulé des événements. Alors, Benoît Paré, vous ne m'avez pas répondu. Tout ça est effectivement extrêmement confus. Je réitère ma question sur le rôle de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette extrême droite son action a été circonscrite, que l'armée ukrainienne aujourd'hui n'est pas pilotée par eux, même bien qu'on a évoqué la 3e brigade, mais c'était aussi une manière d'intégrer Azov dans l'armée officielle, voilà, et elle l'est toujours. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Zelensky tient les rênes du pouvoir, ou au contraire que derrière lui, ces éléments-là agissent toujours et sont prêts à prendre le pouvoir? Si par exemple il négocie. Premier élément d'appréciation qu'on pouvait voir à l'époque sur le terrain, la multiplication des drapeaux de l'UPA au niveau des checkpoints ukrainiens. L'UPA, donc l'armée insurrectionnelle ukrainienne, c'est-à-dire en fait l'armée bandériste de la Seconde Guerre mondiale. Drapeau noir et rouge. Voilà, l'OUN étant le bras politique et l'UPA le bras armé. Voilà. Et donc c'est l'armée qui est vénérée aujourd'hui dans l'ouest de l'Ukraine et même dans toute l'Ukraine aujourd'hui. Et donc ces gens-là qui au départ étaient vénérés par les nationalistes comme Azov deviennent de plus en plus influents au sein des forces ukrainiennes. Puisqu'on voit ces drapeaux de l'UPA se multiplier un peu partout. Vous connaissiez leur signification, mais pendant très longtemps, on les voyait à la télé, personne ne commentait la présence de ces drapeaux. C'était considéré comme faisant partie du folklore local. Enfin, je me souviens d'avoir vu plusieurs émissions où ils apparaissaient en nombre, certaines fois, y compris avec des dignitaires européens, voire des ministres, etc., qui visitaient Kiev, et il n'y avait pas de commentaires particuliers là-dessus. Alors après, de ce que j'ai lu, alors là, c'est pas mon expérience directe, mais les gens des bataillons de volontaires, déjà, on sait qu'ils ont été intégrés progressivement, officiellement, dans les structures ukrainiennes. Et la plupart d'entre eux ont intégré la garde nationale. En fait. Alors la garde nationale ukrainienne, savoir, c'est une unité qui combat. C'est quasiment pareil que l'armée, sauf que c'est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Mais sinon, ils sont équipés comme les militaires, quoi, hein. C'est assez impressionnant. Et à l'uniforme, vous ne pouvez les distinguer d'un militaire classique que par le patch qu'ils ont sur l'épaule. Sinon, vous ne voyez pas la différence. Et donc, ça fait partie des forces armées ukrainiennes, comme on dit. Et donc, ces gens-là ont intégré pleinement les forces armées ukrainiennes. Et de ce qu'on lit, ensuite, certains des officiers de ces corps ont même intégré l'armée régulière et sont montés en grade pour accéder à des postes de plus en plus élevés. Ils ont été promus, en fait, parce que c'était des gars hyper motivés, qui avaient fait leurs preuves sur le terrain. Donc, voilà, petit à petit, on les promouvait. Et à tel point que, quand vous arrivez en 2022, vous avez, 2022-2023, le chef d'état-major des armées ukrainiens, enfin celui qui a été démis de ses fonctions, j'oublie son nom sur le coup. Kubela? Non, pas Kubela. Celui qui est ambassadeur à Londres maintenant. Ah, Zaloujny. Zaloujny, voilà. Zaloujny, on a un moment où il pose devant le drapeau de l'UPA et le portrait de Bandera. Tout à fait. Voilà, donc là, on voit à ce moment-là, l'armée dans son ensemble, à partir de sa tête, adhère au bandérisme. Vous voyez, et donc, on comprend que si tous ceux qui sont en dessous doivent adhérer, parce qu'il faut être en accord avec le chef. Et donc, le fait est que on peut raisonnablement penser que tous ces extrémistes, en fait, ont gravi les échelons de l'armée ukrainienne. Alors, il y a aussi des éléments tangibles de ça. C'est que déjà en 2015, Dmitri Yarosh, le fondateur de Pravi Sector, un des mouvements les plus actifs à Maïdan, véritablement extrême droite, avait été nommé conseiller du SEMA en 2015 déjà. Il est promu à nouveau en 2021, de mémoire c'est début novembre 2021. Il est promu conseiller spécial du SEMA ukrainien. Donc, qui était déjà Zaloujny. Qui était, de mémoire, c'était déjà Zaloujny. Et ensuite, vous avez le chef de l'unité combattante de Pravi Sector, qui reçoit la plus haute distinction ukrainienne des mains de Zelensky au Parlement ukrainien. Et là, on est quelques semaines plus tard. Et donc, on est quelques mois avant l'offensive russe. Et là, vous avez donc le sommet de l'État ukrainien
qui valorise, qui met en avant les plus extrémistes des nationalistes ukrainiens, en leur donnant tous les honneurs. Et à mon avis, ça fait partie des signes de la radicalisation de l'Ukraine qui ont motivé l'intervention russe. Ils se sont dit, là, on a les plus extrémistes qui arrivent au pouvoir et qui influencent les choses. Est-ce que finalement, comme donc aujourd'hui on peut imaginer qu'on est aussi dans cette configuration-là, que pour la question des négociations qui n'ont toujours pas commencé, enfin qui sont très difficiles à mettre en place, mais que si l'Ukraine négocie et si l'Ukraine accepte une paix, il se peut que ces gens-là ne l'acceptent pas et qu'on se retrouve en Ukraine avec un phénomène de corps franc comme en Allemagne en 1919, voire un éclatement du pays, tiraillé avec ses forces. Comment vous voyez les choses ? Depuis longtemps déjà, on pouvait voir que les nationalistes ukrainiens, en effet, ne toléraient pas le compromis dans la résolution du conflit, ne serait-ce que le conflit du Donbass à la base. On peut trouver, toujours sur Internet aujourd'hui, une déclaration du même Dmitri Yarosh, fondateur de Private Sector, qui devient ensuite conseiller du SEMA, en 2019. Et il menaçait directement Zelensky. Il disait, voilà, si Zelensky applique les accords de Minsk, il finira pendu sur le boulevard Kreshachik, pardon de mon accent, c'est un nom très difficilement prononçable, de Kiev. En fait, quand on regarde, c'est le boulevard principal de Kiev. Donc il dit, voilà, s'il applique les accords de Minsk, il finira pendu. C'est clair. Alors il ne dit pas que c'est lui qui le fera, donc du coup ça peut passer pour juste une opinion, mais on peut voir aussi une menace explicite derrière. Et je pense que ces gens-là ont gardé la même idéologie. Ils l'avaient déjà avant, ils l'avaient en 2019, ils l'ont toujours aujourd'hui. Pour ces gens-là, tout compromis, notamment compromis territorial, n'est que de la haute trahison. Et donc, il y a, comme ils avaient fait en 1945, c'est pas parce que je veux dire, ils étaient défaits militairement globalement, qu'ils n'ont pas continué une guérilla. Ils ont continué une guérilla de l'ombre, soutenue par d'ailleurs les anglo-saxons à l'époque, qui a duré une dizaine d'années. Les anglo-saxons les soutenaient pour déstabiliser l'URSS. 47-54, où il y a l'arrestation des derniers chefs. 45-54, c'est la guérilla clandestine de l'UPA, on en parlait tout à l'heure, contre les soviétiques. Contre les soviétiques. Et donc, du coup, leur modèle, c'est la guerre jusqu'au bout, même si on n'a plus les rênes du pouvoir. Et donc, je me souviens aussi d'une discussion avec un diplomate français à l'époque, qui pensait comme moi, et à l'époque, je n'avais même pas vu la déclaration de Dmitri Yarosh, où il disait que si Zelensky applique les accords de Minsk, il y a de fortes chances qu'ils finissent comme Isaac Rabin. Isaac Rabin, on rappelle, c'est le premier ministre israélien qui avait signé les accords d'Oslo avec les Palestiniens, les accords de paix d'Oslo, qui a été assassiné par un extrémiste israélien. Et donc, on pouvait déjà, à ce moment-là, prédire le même sort à Zelensky, s'il appliquait les accords de Minsk. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, Zelensky est sous la pression des mêmes personnes. Alors après, oui, il y a des gens qui disent... Yarosh a menacé Zelensky il y a très peu de temps, à nouveau. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc il y a eu encore un accrochage. Parce que bon, ça, ce sont des gens en fait qui sont les véritables maîtres de l'Ukraine aujourd'hui. La puissance est toujours là, quoi. Et personne ne s'oppose à eux parce qu'ils ont des hommes de main qui ont peur de rien. Et voilà. Et ces gens-là ont pris en otage toute l'Ukraine en fait, quand on regarde. Soutenus qu'ils étaient par des grandes puissances. Même les Américains ont vu leur intérêt à soutenir ces gens-là aussi. Alors pas forcément le Sénat qui à un moment donné a sanctionné le bataillon Azov, le Sénat américain, mais la CIA a une autre lecture de tout ça. Et bref, donc les États-Unis ont toujours été un pôle un peu multipouvoir. Il n'est pas toujours facile de savoir qui dirige quoi. Enfin, je bifurque. Mais toujours est-il que même si ces gens-là électoralement ont un poids électoral minime, et c'est vrai que ça s'est vérifié aux dernières élections. Quand j'étais en 2021 aux dernières élections, j'ai rencontré des gens de Private Sector qui concouraient pour divers postes locaux, mais ils ont fait des scores très faibles en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens comprennent que de toute façon, leur idéologie est aujourd'hui intégrée par les partis mainstream en Ukraine. Et donc, ils n'ont pas besoin de voter pour ces groupuscules dont on se méfie quand même un peu. Mais l'essentiel de leur idéologie est adopté aujourd'hui par ceux qui gouvernent l'Ukraine. Et c'était déjà le cas sous Poroshenko. Bien sûr. Et Zelensky n'en est que la continuation. Et honnêtement, moi je ne suis pas sûr que Zelensky ait beaucoup de marge de manœuvre dans ses décisions. Bon, ça sent bien, oui. Mais de toute façon, maintenant il s'est engagé dans une direction, et il peut difficilement faire machine arrière.
Et s'il voulait encore une fois faire machine arrière, il y risque sa vie. Je pense sincèrement que c'est le cas. Alors du coup, plutôt que de faire machine arrière, autant continuer la fuite en avant et voir jusqu'où ça mène. Et c'est un peu le drame de l'Ukraine aujourd'hui. Hein. C'est le drame de l'Ukraine parce qu'on ne voit pas, même si un accord de paix a été trouvé, ça ne serait pas forcément la fin des hostilités. On va arrêter sur cette conclusion. Alors, votre livre, absolument passionnant, c'est une somme. Hein. Peut-être vous pouvez indiquer à nos spectateurs où et quand, comment on peut le trouver, parce que c'est pas un livre qu'on trouve dans toutes les librairies. Oui. Alors déjà, à la base, c'est un livre à compte d'auteur, donc c'est pour ça qu'il n'est pas disponible partout. Oui. Il est disponible en commande directe sur le site thebookedition.com. thebookedition.com, notez bien. On le aussi... mettra en lien, pas de souci. Merci à vous. Ouais. C'est aussi l'imprimeur, et donc on peut commander le livre directement là-bas, à coup sûr. À côté de ça, j'essaye de faire en sorte de vendre le livre sur Amazon, sauf que pour l'instant, il y a des retards techniques qui font qu'il n'est toujours pas disponible sur Amazon. Et donc j'espère que ce sera résolu d'ici la fin de la semaine, de cette semaine, et au plus tard la semaine prochaine. Voilà. Très bien, parfait. Sachant que quand il sera disponible sur Amazon, il devrait être disponible plus rapidement, dans les 24-48 heures, parce que là, sur bookedition.com, il faut laisser autant un imprimeur de l'imprimer, parce que c'est de l'impression à la commande. Donc ça prend une petite semaine. Ça marche. Benoît Paré, merci beaucoup pour ces éclaircissements, surtout ce témoignage personnel, parce que c'est ce qu'on aime bien, nous, chez Omerta. C'est pas le type qui a vu, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, comme on dit. C'est ceux qui sont directement sur le terrain, qui vont sur le terrain, qui rapportent, qui notent des choses et puis voilà, qui font la démarche intellectuelle que vous avez faite et surtout cette démarche de compréhension pour essayer de rendre compréhensif ce conflit extrêmement compliqué que nous aussi, à notre manière chez Omerta, on essaie d'expliquer. Donc je vous remercie infiniment. J'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez à nouveau plus nombreux la semaine prochaine sur la chaîne YouTube d'Omerta. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.